Donc nous poursuivons le programme de ce forum avec la deuxième table ronde de la journée qui a pour titre Les données territoriales, un enjeu politique. Certains considèrent que les données sont une affaire de techniciens, on en a parlé tout à l'heure. D'autres, pas plus informés ou pas plus intéressés, diront que c'est une question d'intendance pour les services informatiques. Et puis il y a ceux qui disent tout est politique, comme on l'écrivait sur le mur en mai 68, mais en disant cela, on n'est pas plus avancé. Les données sont de plus en plus nombreuses et au fur et à mesure que les villes et les territoires deviennent plus connectés, elles permettent de restituer sans distorsion la réalité des territoires. Elles permettent de quantifier et de qualifier l'état de la circulation, la qualité de l'air, les besoins d'arrosage des espaces verts, l'énergie et les ressources consommées dans les villes et les territoires, les performances énergétiques des bâtiments, l'impact de la chaleur sur la vie des habitants, etc., etc. À ce titre, elles permettent d'objectiver les décisions de politique publique qui permettront d'améliorer la vie des citoyens et de limiter l'impact de la cité sur la planète. Dès lors, quoi de plus politique que les données territoriales ? L'évidence du constat est loin d'être partagée. Alors comment favoriser l'acculturation et diffuser la bonne parole ? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Patrick Chaise, donc, qui nous rejoint voilà, pour la suite de ce programme que je ne représente pas. Bertrand Montubert, président du CNIG, d'Equitia, et d'Open IG. Donc, on expliquera tous ces acronymes. Simon Chignard, qui est expert de la gouvernance des données à l'UIA, Urban Innovative Actions. Joël Gombin, cofondateur de la coopérative Datactiviste. Perica Sucevic, qui est chef du pôle juridique à la DINUM, donc, et pour finir, Laurent Roger, directeur général délégué en numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, je vous rejoins sur la table ronde. Et ma première question va être pour Patrick Chaise, qu'on a déjà entendu à la fois en introduction, puis un commentaire sur la première table ronde. Alors, le pitch de cette journée du 9 mentionne l'importance de l'utilisation du numérique et de la data pour répondre aux enjeux vitaux des collectivités. Vous l'avez évoqué en introduction. Il mentionne aussi le triple défi de réduire les vulnérabilités, d'anticiper les risques, de sécuriser les systèmes d'information territoriaux. Dans quelle mesure cette vaste ambition qu'on assigne, qu'on forme pour le numérique, est-elle comprise ? Oula, alors... C'est une vaste question. Alors tout d'abord, j'allais dire, quand on parle de données, dans le monde du numérique, je dirais les données, c'est la vie. Parce que c'est le fondement même de tout ce qui tourne autour du numérique. Et je crois qu'il faut là aussi qu'on ait cette prise de conscience. C'est-à-dire que nous produisons en fait de la donnée et ce produit est un produit qui a une richesse importante. Et c'est pourquoi d'ailleurs autour de ces données, on parle autant de protection, hein, donc de protection en souveraineté, protection en sécurité, parce que dès lors qu'on est dépossédé de cette donnée, on n'est plus rien. Et j'allais dire, plus que la donnée, c'est l'agglomérat des données qui a de l'importance. Parce qu'une donnée prise isolément, bon, voilà, elle peut avoir un intérêt, mais relatif, alors que dès lors qu'on a cet agglomérat de données et qu'on peut les mixer, les mélanger, les comparer, etc., on donne évidemment toute la richesse. Alors du coup, j'ai oublié la question. Alors l'ambition qu'on donne, est-ce que cette ambition qu'on forme pour le numérique est globalement comprise ? C'est-à-dire le rôle, l'importance de la donnée ? Alors, non, malheureusement. Enfin, moi, je pense que non. Je pense, et c'est, encore une fois, ça rejoint aussi la table ronde précédente. Je pense que la prise de conscience n'est pas encore tout à fait là. En tout cas, pas d'une façon suffisamment généralisée. Certes, un certain nombre d'experts ont conscience de l'importance des données, mais quand on échange, quand on cherche ou gratte
gratte un petit peu dans les différents lieux de production de ces données, non, très franchement, je pense qu'on pêche vraiment dans ce secteur-là. Joël Gombin, question assez proche. Donc, on a posé dans le titre la table ronde la question des données territoriales comme enjeu politique. Et c'est-à-dire que cela ne va pas de soi que la donnée territoriale reste encore une affaire de techniciens? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un double enjeu. Certes, si on veut que les projets data dans les collectivités territoriales, comme ailleurs d'ailleurs, réussissent, il faut de la volonté politique, il faut de l'engagement politique. C'est souvent elle qui permet de casser les silos, de dépasser éventuellement les frontières des territoires également, parce que, comme le disait le sénateur Chaise, les données ne vivent pas isolément et elles ont parfois le mauvais goût de vouloir se croiser avec des données qui ne sont pas dans la même collectivité. Donc, à cet égard-là, oui, la volonté politique est nécessaire, l'engagement politique est nécessaire. Et puis, je dirais, au-delà, en tant que citoyen, on ne peut tous que souhaiter que nos élus portent un regard et portent une volonté sur la question des données qui est centrale dans nos vies quotidiennes, au-delà de l'action publique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est aussi important de se dire que la volonté politique n'est pas systématiquement un préalable, ni nécessaire, ni suffisant. Et que, certes, on peut dire l'intendance suivra, mais encore faut-il qu'elle suive effectivement. Et parfois, la volonté politique sans l'intendance, ça ne nous mène pas très loin, malheureusement. Et donc, je crois que ce qu'on peut se souhaiter collectivement pour l'avenir, c'est aussi que, dans une certaine mesure, ces sujets-là se banalisent, se routinisent, et pour parler comme les informaticiens, qu'on rentre dans du run plutôt que dans du build. On est beaucoup dans le build, on fait beaucoup de mode projet, on fait beaucoup de preuves de concept, de prototypes d'innovation, etc. On a beaucoup de mal à capitaliser. Je pense que c'est vrai aussi bien du point de vue des usages, de la technique, que du cadre législatif et réglementaire. Et donc, je pense qu'on a aussi besoin de cette capitalisation. Bertrand Montubert, je vous ai présenté tout à l'heure avec plusieurs de vos casquettes. En fait, celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle de l'étude de laquelle vous avez été chargé par le ministre Stanislas Guerini en compagnie de Christine Aignan, conseillère municipale de Courbevoie, et de Magali Altounian, donc adjointe au maire de Nice. Donc vous avez été chargé d'une mission d'exploration pour identifier les obstacles rencontrés par les collectivités dans l'exploitation de la data territoriale. On est en plein dans le sujet. Le rapport de mission, vous l'avez remis, vous le remettez à 15h. À 15h. Donc on est en plein, on est plus qu'en actualité, on est en amont de l'actualité. Donc l'idée, c'était d'identifier les principaux usages aussi et les bonnes pratiques en la matière. Quelles sont les bonnes conclusions, les principales conclusions que vous tirez de cette mission, que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Je peux comprendre que là, ça y est, c'est bon, on peut en parler. Voilà, ça devient tellement proche, hein, dans plus que quelques heures. Et puis on est quand même dans un contexte qui, je crois, me permet effectivement de donner quelques éléments. Et je vais le faire avec un grand plaisir et merci pour ça. D'abord, ce qui a été introduit à la fois par Patrick Chaise et par Joël Gombin marque les premiers éléments que j'avais notés. C'est-à-dire, au fond, ce qui a été très frappant dans cette mission, premier point, c'est qu'il y avait beaucoup de convergence, très grande convergence dans tous les acteurs qu'on a rencontrés. C'est pas rien après tout, hein. On aurait pu avoir des visions très divergentes, etc. C'est pas du tout le cas. Et au fond, je vais traduire ça comme le sentiment, c'est un peu ma manière de le faire. Puis alors, au passage, dans la mission, on a été très bien épaulé par Simon Chignard, que je suis ravi de trouver avec une autre casquette sur cette table ronde. Mais évidemment, Simon a plus que suivi cette mission. Je dirais, on est d'une certaine manière dans une nouvelle étape du partage de la donnée. C'est-à-dire qu'on a eu, donc le partage de la donnée, c'est quelque chose qui s'est développé à travers le temps, sous des formes extrêmement différentes. Il y en a une sur lesquelles, je pense que beaucoup d'acteurs ici, d'ailleurs, ont été très mobilisés, qui est la logique de l'open data. La logique de l'open data, c'est une modalité de partage de la donnée, une modalité qui a une forme
d'intérêt, enfin elle a énormément d'intérêt d'ailleurs, et elle doit être poursuivie et fortement approfondie d'ailleurs, parce qu'on est encore très très loin du compte. Mais l'open data ne répond pas à toutes les situations, parce que ça a été dit à la fois par Patrick Chaise et par Joël Gombin. La problématique très souvent, c'est pas seulement de mettre à disposition un jeu de données, c'est la question de comment on va croiser des données qui sont de nature très différente, qui viennent d'acteurs très différents, certains soumettent l'open data, d'autres non, où il peut y avoir des problématiques extrêmement variées. Et là, la question, c'est qu'effectivement, si on veut aller du côté des usages, eh bien, on tombe quasiment à chaque fois sur ce type de problématique. Et donc, il y a une forme de nouvelle étape du partage de la donnée, ou je dirais plutôt, j'aime bien parler de traitement collaboratif de la donnée, dans lequel il faut aller. Et évidemment, quand on part de ce besoin-là, qui a été très clairement exprimé par nos différents interlocuteurs, parce que quand on parle des obstacles, hein, c'était bien ce qui nous était demandé, le principal obstacle, il est là. C'est si on veut. Alors, il y a l'obstacle à l'acculturation là, qui a été évoqué, il est extrêmement important, ça c'est clair, j'y reviendrai à la fin. Premier obstacle, c'est on a besoin pour nos projets data d'avoir des données qui viennent d'organisations multiples. Comment on peut faire ça? Et donc, dans les conséquences et les recommandations, alors je ne vais pas vous lister les recommandations, on en a 25, 22. Merci, heureusement qu'il est là, Simon. On en a perdu 3 là tout de suite. Oui, dans 22, on était entre 22 et 25, enfin, peu importe, ça n'a pas d'intérêt. La première d'entre elles, c'est la question de la gouvernance. Si on n'a pas une gouvernance de la donnée, à la fois au niveau national et au niveau territorial, avec une articulation entre le niveau national et le niveau territorial, on ne peut pas avancer. Voilà. Et aujourd'hui, on a des éléments de gouvernance. On n'a pas encore complètement la gouvernance qui convient au niveau de la data territoriale. Donc la première recommandation, vous pourrez la lire dès cet après-midi, elle est sur ce sujet-là. C'est évidemment fondamental. On pourrait y revenir si vous voulez un tout petit peu. Deuxième point, c'est évidemment la question de la mutualisation. Alors parlons à la FNCCR, évidemment. Je parle là devant un panel, je pense, acquis à cette cause. Évidemment, la mutualisation. Mais une fois qu'on a dit ça, OK, il faut le faire vivre. C'est-à-dire qu'il faut rentrer véritablement dans une logique de commun numérique. Moi, j'ai lu avec beaucoup de plaisir le fait qu'il y a eu un avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, merci, qui a été rendu hier, sauf erreur de ma part, justement sur les communs numériques, avec des recommandations qui sont totalement convergentes avec celles qui seront publiées aujourd'hui. Quand je disais que c'était homogène dans ce qu'on entendait, ça se voit, y compris au niveau de cette commission. Mais ça veut dire qu'il faut véritablement y aller, ce qui a des incidences, y compris sur les modalités de financement des projets. Voilà. Joël Gombin le disait tout à l'heure très justement, on finance trop souvent le build et pas suffisamment le run. Ça, c'est évidemment essentiel. Est-ce qu'on va structurer, est-ce qu'on va financer la structure de mutualisation ou est-ce qu'on va financer la collectivité qui, dans son coin, est censée faire le pilote, à charge pour elle d'ailleurs de prouver que ça sera réplicable, mais on ne sait pas comment on va financer la réplication. Là, on est dans des impasses. Voilà, ça fait rire des gens parce que je pense qu'ils le vivent sans doute, hein, c'est ça, ça vous parle? Ben oui, ça parle et ça parle à tout le monde parce que vous êtes très nombreux ici sans doute à avoir été hyper fiers d'avoir rencontré, d'avoir réussi à faire financer un projet. Vous avez rempli un dossier pour un appel à projet, on vous a dit vous allez indiquer comment ça va pouvoir être répliqué, essaimé, etc. Mais évidemment, vous l'avez rempli, puis vous êtes arrivé au bout du projet, vous avez dit au fait, comment on va faire concrètement et avec quel argent. Voilà. Pardon, je suis un peu cash, mais parce qu'on est entre nous, on peut se permettre de l'être. Donc ça veut dire que dans la modalité de financement, il faut le dépasser, il faut prendre ça en compte, effectivement. Et pas seulement en se disant, tout ça, ça va faire des économies d'échelle. Ce qui peut être vrai, mais pas toujours. Bon. Donc cette question-là, elle est essentielle et donc le financement doit favoriser la mutualisation. Ça peut passer aussi par des clauses dans les marchés publics. Il y a toute une partie sur la standardisation, la question d'interopérabilité qui est essentielle. Il nous a semblé que la notion d'espace commun de données est une notion au fond qui peut permettre justement de rassembler les éléments qui sont nécessaires à cette nouvelle étape du traitement collaboratif de la donnée. L'open data, encore une fois, ça suppose une volonté, par exemple, d'une collectivité. Moi, j'ai été conseiller régional d'Occitanie. On a d'ailleurs eu les services extrêmement actifs de Joël pour nous aider dans la démarche open data. Et ça a été performant d'ailleurs, hein, puisqu'on était, on va le dire, on était très très en retard. On est devenu plutôt dans les bons élèves. Mais d'une certaine manière, je ne vais pas dire que c'est facile parce que c'était un gros travail, mais ça dépendait quasiment que de nous. À un moment donné, il y a une décision politique, un directeur général des services qui réunit toutes les directions. C'était ça, hein, et on dit, bon ben voilà, maintenant...
on y va, vous allez regarder tous les jeux de données, on voit ce qu'on peut ouvrir, et on a ouvert plein de jeux de données. Super. Ça dépendait que de nous. D'une certaine manière, c'est facile. Quand on est en mode collaboratif avec des acteurs publics, des délégataires de services privés, etc., c'est quand même une autre affaire. Donc l'espace commun de données, c'est l'endroit où on va définir des règles communes sur les enjeux de gouvernance, de sécurité, la technologie employée, le cadre éthique, que j'aurais dû mettre en tout premier d'ailleurs, la manière dont on s'inscrit dans le cadre réglementaire, on rassemble toutes ces règles et ça vous donne l'espace commun de données. Donc c'est le concept de data space qui est développé au niveau européen et au niveau international. Le faire au niveau territorial est évidemment quelque chose qui doit permettre justement les usages de la donnée. Et puis évidemment, je terminerai parce que j'ai dit par la question de la culture de la donnée, et je vais poser la question de manière un petit peu provocatrice. Me permet de le faire avec vous. On n'imagine pas qu'un agent d'une collectivité territoriale, par exemple, ou d'une administration quelconque, au moins dans des fonctions suffisamment élevées dans l'encadrement, n'ait pas de compétences en matière de droit public, en matière de gestion publique, de gestion budgétaire et financière. Et d'ailleurs, ils ont tous ces compétences-là. Qu'en est-il pour les compétences en matière de données? Voilà. Est-ce qu'on peut concevoir demain, il va falloir du temps, c'est pour ça que je dis demain, que ces cadres n'aient pas non plus de compétences en matière de données? Et je crois que le disant comme ça, on voit le défi. C'est-à-dire qu'il y a un défi d'acculturation, de formation, non pas d'une petite élite à l'intérieur de l'administration, une élite numérique à l'intérieur de l'administration qui saurait et les autres ne pourraient pas, parce qu'à ce moment-là, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on rencontre trop souvent. On va avoir dans les DSI en particulier, ou dans les différents services, celles qui s'appellent autour de la donnée, des gens extrêmement performants, extrêmement pointus, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans les directions métiers s'ils n'ont pas les interlocuteurs qui comprennent de quoi ils parlent? Et puis une compétence sur le numérique, globalement. Et une compétence sur le numérique, globalement, bien sûr, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier sur la data, parce que la manière dont on décrit notre monde passe de plus en plus par la data. Et si on n'a pas les connaissances fondamentales, sur, y compris d'ailleurs le fait que quand on prend de la data, eh bien, c'est bien par rapport à un choix de description du monde qu'on a fait, c'est pas en soi, c'est un choix qui a été fait. C'est pas juste des techniciens qui doivent le faire, on le voit sur la question du ZAN. Parce qu'après, on bute sur des vrais sujets. Le ZAN, à un moment donné, c'est de la data. Comment on catégorise au CNIJ, on a un standard justement sur l'occupation du sol. C'est-à-dire comment concrètement on dit telle chose, elle est de telle nature, elle est occupée par tel type de choses. Bon. Et puis après, comment il y a des lois, des décrets qui vont dire, ouais, ok, quand c'est décrit de cette manière-là dans l'occupation du sol, ça veut dire que c'est artificialisé. Et là, ça commence à prendre un sens tout d'un coup pour les décideurs politiques, parce qu'eux, ils ont leur score, ils ont les objectifs qui leur sont assignés de réduction de l'artificialisation, etc. Mais derrière, c'est de la donnée. Et elle a été construite avec des standards. Si vous ne comprenez pas tout ça, qu'est-ce qui se passe? Vous laissez effectivement aux quelques membres de cette élite numérique de la donnée que j'évoquais dans les collectivités faire les choix. Sauf qu'à un moment donné, c'est le responsable politique qui va devoir l'assumer devant les autres. Donc cette question-là, elle est vraiment évidemment fondamentale. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que tout le monde soit formé pour faire des choses, parce que sinon, je pense qu'on réécrit un rapport dans 10 ans en disant ouais, c'était vachement bien ce qu'on avait écrit. C'est peut-être toujours le faire. Maintenant qu'ils sont acculturés, on va peut-être commencer à s'y mettre. Non, je crois qu'il faut faire les deux choses en parallèle, évidemment, mais surtout pas baisser, on va dire, le niveau d'ambition et de besoin en réalité sur cette question d'acculturation. Et c'est peut-être une des questions les plus difficiles. Et on reviendra sur différents aspects effectivement de cette étude, de votre travail. Je voudrais avant cela poser une question à Laurent Roger. Donc au sein de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion de territoire, vous vous adressez notamment aux petites collectivités, souvent rurales. Les sujets comme l'open data ou le RGPD pour ces collectivités ont été une pesante obligation, souvent dont elles ne voyaient pas toujours le sens. Est-ce que poser d'entrée de jeu le sujet de la donnée comme support de politique publique pour cette catégorie de collectivités, est-ce qu'on trouve tout de suite un écho auprès de ces interlocuteurs? Oui, alors effectivement, l'ANCT, donc, elle soutient les collectivités locales dans leurs projets avec un objectif de cohésion des territoires. Donc ça veut dire qu'on intervient plus particulièrement auprès de territoires vulnérables et de petites collectivités, notamment collectivités rurales. Et pour les élus de ces collectivités, la donnée, et a fortiori l'open data, c'est souvent vu comme un concept abstrait et assez lointain.
Pourtant, ça a été déjà largement dit, la mise en perspective des données locales avec toutes les données de référence qu'on peut avoir, ça fournit des éléments de diagnostic qui peuvent être extrêmement précieux, y compris pour ces territoires. Et il est essentiel de démontrer que la donnée a des applications concrètes et utiles qui vont au-delà de la conformité réglementaire. Alors, il existe vraiment des exemples d'ores et déjà hein, dans lesquels des usages avancés de la donnée ont été mis en œuvre par des collectivités de petite taille. Et je voudrais prendre comme exemple celui des adresses, donc avec en particulier la constitution des bases adresses locales. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 communes qui ont réalisé leur base adresse locale. C'est 10 fois plus qu'il y a seulement 3 ans. Et donc, ces bases adresses locales, ensuite, elles s'intègrent automatiquement dans la base de référence au niveau national, qui est la base adresse nationale. Ce succès repose sur des outils qui ont été conçus par rapport aux besoins des communes et d'un accompagnement dédié par rapport à leurs besoins. Et il montre qu'il est possible pour des petites collectivités de produire et d'utiliser des données de référence et puis d'en tirer un bénéfice concret pour les populations, que ce soit pour faciliter l'accès des services de secours, pour faciliter l'installation de la fibre ou encore la livraison de colis commandés sur Internet. Et puis il y a aussi des bénéfices pour la collectivité elle-même, que ce soit dans la mise à jour des distributions, des listes de distribution de repas, la gestion du plan canicule, les inscriptions à l'école, la collecte des ordures. Enfin, je pourrais continuer assez longtemps. Voilà, il y a plein de cas d'usage extrêmement intéressants une fois qu'on a mis en place une donnée de qualité. Voilà, et en plus, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que ces communes, elles produisent, elles font de la donnée et même de l'open data sans même souvent s'en rendre complètement compte. Et voilà, et donc ainsi, en approchant la question des données comme un levier pour les politiques publiques, qui soient plus efficaces et plus proches des citoyens, on peut réussir à transformer la perception des données par les collectivités locales et par les élus. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire à la NCT avec des outils les plus pragmatiques possibles. Merci. Joël Gombin, de votre point de vue, est-ce qu'on a fini dans les collectivités, petites et moyennes, encore une fois, par dépasser le stade du fardeau qu'ont représenté l'open data et le RGPD? Pardon, j'ouvre mon ordinateur. À entendre Laurent Rongier, on dirait que oui, parce qu'il y a plein de choses qui se font. Mais vous, quelle est votre vision? Des chiffres à vous donner. D'abord, je conteste le terme de fardeau. Certes, ces sujets représentent et ont représenté du travail pour les collectivités territoriales, bien sûr, mais je crois que c'est aussi des sujets qui ont permis à ces organisations de s'acculturer sur ces sujets-là. On parlait d'acculturation, de monter en compétences sur des sujets qui sont importants. Et par ailleurs, je pense qu'on peut aussi se dire que respecter la loi au profit des droits des citoyens, en l'occurrence, ne devrait jamais être considéré comme un fardeau. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, voici ce qu'on observe. Et j'en profite pour dire que je suis là avec ma casquette d'activiste, mais aussi avec celle de vice-président de l'Observatoire Data Publica. Et je fais une toute petite seconde publicitaire. On présente dans une semaine exactement, le 16 novembre, au Hub des Territoires, les résultats de la 2e édition de l'enquête annuelle de l'Observatoire Data Publica sur la donnée dans les territoires. Donc, je vais vous donner un tout petit aperçu, mais il y aura beaucoup plus d'éléments qui seront publiés la semaine prochaine. Alors, ce qu'on observe, c'est que sur le sujet RGPD, aujourd'hui, la grande majorité des collectivités s'est mise en conformité, ou en tout cas déclare cette mise en conformité. Il peut y avoir peut-être un petit écart, y compris dans les petites collectivités, dans les petites communes. Et ça a nettement progressé entre 2022 et 2023, 8 points de progression. Il reste certes un tiers des communes de moins de 10 000 habitants qui n'ont pas nommé de DPO, donc il y a encore du travail. Mais globalement, on peut considérer que la prise de conscience et un premier niveau de travail a été fait sur ce sujet-là. Sur l'open data, en revanche, le bilan me paraît beaucoup plus mitigé. Et je m'appuie pour ça aussi bien sur nos données que sur celles de l'Observatoire de l'Open Data territorial d'Open Data France, puisque on observe que dans toutes les communes,
y compris dans les communes de plus de 100 000 habitants, on s'estime insuffisamment informé des obligations issues de la loi Le Maire, 2016 quand même, et dans des proportions très importantes. Fin 2022, il y a moins de 16% des collectivités territoriales concernées par la loi Le Maire qui avaient ouvert au moins un jeu de données. Le seuil pour rentrer dans l'observatoire d'Open Data France est très bas. Il faut avoir ouvert une fois un jeu de données, moins de 16%. Alors, Laurent Roger a raison. Peut-être que certaines ont ouvert des données sans le savoir, via une base d'adresse locale ou par un autre biais, sur les mobilités, par exemple. Néanmoins, ça reste très faible et ce taux, il est inférieur à 10% dans les communes entre 3 500 et 100 000 habitants. Donc, on est très, très loin du compte. Et je pense que nous allons devoir prendre conscience collectivement qu'en l'État, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs, à embarquer les communes hors des grandes villes au rythme actuel. J'ai même pas cherché à savoir combien d'années il faudrait pour atteindre 100% au rythme actuel. Ce sera pour un... Oh, c'est plus que ça, je pense. C'est plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Je pense qu'il faut en conclure qu'il faut, ça a été d'ailleurs un peu dit tout à l'heure, repenser la gouvernance territoriale de la donnée. Je rejoins tout à fait Bertrand Montubert sur ce point. Sans doute dans la direction de service public local de la donnée qui était évoqué par le sénateur Chaise en ouverture ce matin. Simon Chignard, vous faites partie des pionniers qui ont accompagné les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de l'open data. Donc on parlait de la loi pour la République numérique, la loi Le Maire justement en 2016, qui a instauré l'open data. Est-ce que ça a été un déclencheur pour cette prise de conscience de l'importance des données en collectivité ? Quel bilan tirez-vous de ça ? À côté, Joël Gomin, il est mitigé, donc il est entre deux. Quelle est votre vision de ce bilan ? Alors, j'allais rebondir sur les 16%, parce que les 16%, ils figuraient, alors je rappelle, c'est 16% des collectivités concernées par les obligations d'ouverture des données par défaut de la loi pour une République numérique sont aujourd'hui considérées comme étant à peu près en conformité. Bon. Ont ouvert au moins un jeu de données. Donc on est encore loin de la conformité, tu as raison. Et ce chiffre, il figure dans la lettre de mission de Stanislas Guérini aux trois missionnés. Je pense que ce chiffre, il traduit deux choses. Alors à la fois, il y a le côté bilan en demi-teinte, et parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Joël tout à l'heure. Peut-être demi-teinte, mais il faut voir aussi que c'est peut-être un trompe-l'œil. Et je vous invite à réfléchir sur les deux notions un peu différentes. Quand je dis demi-teinte, bien sûr, il y a la problématique des plus petites collectivités. Il y a un éléphant dans la salle, là, qui est peut-être qu'en fait, cet objectif, il n'était pas le bon. C'est-à-dire, en fait, il ne fallait peut-être pas dire que les collectivités de plus de 3 500 habitants, peut-être que ce n'était pas le bon seuil. Je rappelle juste, pour ceux qui étaient dans les discussions à l'époque, que ce n'était pas dans le projet du gouvernement. C'est arrivé à l'Assemblée nationale, par un amendement, ce seuil-là. Bon, donc ça, il ne me revient pas de discuter l'objectif, mais peut-être qu'il était pas bon. Parallèlement, sur le côté demi-teinte, il faut quand même avouer que, je ramène un autre chiffre, 1%. Il y a 1% de la population française qui se connecte sur data.gouv.fr chaque mois. Vous pouvez dire que ce n'est pas beaucoup. Je vous rappelle qu'on n'est quand même pas sur une politique publique hyper grand public. 1%, ça classe la France. Je crois qu'il y a le Luxembourg qui fait mieux en Europe, mais c'est quand même très très loin. Voilà, il y a des choses. Ça, c'est sur le côté demi-teinte. Après, c'est peut-être le côté trompe-l'œil, moi, qui m'a le plus frappé aujourd'hui. C'est-à-dire que si on s'arrête à ça, ce qu'on ne va pas voir, c'est que, en fait, c'est la dynamique. Non pas le côté dynamique au sens de c'était 15,5 il y a 6 mois, ce sera 16,2 dans quelques mois. Ça, ce n'est pas une vraie dynamique, mais c'est plutôt la dynamique au sens de dire il y a peut-être 2-3 ans, il y avait 30 collectivités qui avaient vraiment une stratégie un peu posée sur la donnée, une réflexion. Maintenant, c'est 300. Donc, en gros, c'est comment on accompagne cette dynamique-là. Voilà. Et donc, je veux pas, c'est pas pour dire OK, et puis Bertrand, je crois, l'a bien expliqué en disant on a changé, voilà, on a beaucoup fait d'open data, maintenant on fait du partage de la donnée. C'est pas pour dire tout a été réussi, mais comment on dépasse ce bilan qui, à mon avis, est aussi du trompe-l'œil, quoi. Pas que de la demi-teinte. Question ouverte. Perica Sucevic, quel rôle l'État peut-il jouer à travers la DINUM pour sensibiliser les élus et les responsabiliser à la fois sur la sécurisation et sur le potentiel des données territoriales ? Alors, le rôle de l'État,
si je ramène l'État à ma propre personne, l'État, grâce à d'autres compagnons, a déjà porté pas mal de mesures, je dirais, au niveau juridique. Et nous, juristes, notre rôle, c'est souvent de décrire le monde tel qu'il devrait être. Et aujourd'hui, j'ai la prétention de dire, nous avons un cadre juridique qui est absolument adapté, je dirais, à la diffusion des données, à la circulation des données, à l'exploitation des données, etc. Donc le monde juridique, le cadre juridique aujourd'hui est quasiment parfait. Et le rôle de l'État, c'est de le faire connaître. Puisque, et notamment la direction interministérielle du numérique, parce qu'elle a ce rôle interministériel, c'est-à-dire de rayonner sur les ministères, les services de l'État, etc., et au-delà, puisque nous avons non seulement un rôle, je dirais, quelque part d'information qui s'incarne dans le décret qui fixe les missions de la DINUM par l'intermédiaire de l'administratrice générale des données, des algorithmes et des codes sources, qui peut être saisie de toute question relative à la circulation des données par n'importe quelle personne morale de droit public. Ça, je pense que ça n'est pas vraiment connu. Ensuite, nous mettons à la disposition de l'ensemble des administrations. Alors bien évidemment, notre focale est très orientée sur l'État. Donc nous mettons à la disposition, et même nous obligeons d'ailleurs, les administrations de l'État à diffuser leurs données sur data.gouv.fr. C'est une obligation pour les administrations de l'État, mais c'est une opportunité qui est également offerte pour les collectivités territoriales qui le souhaitent. Donc c'est déjà aussi un rôle de mutualisation. Et nous avons bien évidemment senti, puisque je dirais quelque part, aujourd'hui on se focalise beaucoup sur les données territoriales, les collectivités territoriales. Je veux dire, honnêtement, les services de l'État ne sont pas beaucoup mieux lotis. Et si on faisait aussi le pourcentage de combien d'administrations de l'État ont diffusé, etc., et comment la donnée circule, etc., est-ce que c'est optimal, etc., je veux dire, non, honnêtement, ce n'est pas vrai. Après, il y a énormément de choses qui ne sont pas connues. Précédemment, on disait « il est temps de faire l'inventaire des données ». On y a pensé. Cet inventaire des données, en fait, il est obligatoire depuis 2005. Personne ne le sait. Oui. Et personne ne le fait, du coup. Personne ne le fait. Et puis de temps en temps, nous, dans le droit, on rappelle, on remet une couche en disant, par exemple, vous devez diffuser par défaut tout ce que vous avez identifié dans votre inventaire. On l'a rappelé en 2016. C'est toujours pas connu. Et on se dit, il y a vraiment un problème global d'acculturation. OK. On reviendra plutôt dans le détail, effectivement, dans ce rapport État-collectivité. Effectivement, la question de l'acculturation, elle est majeure. D'ailleurs, je voulais poser la question à Joël Gombin et à Patrick Chaise. Donc, de votre point de vue, quel levier peut-on actionner localement pour sensibiliser les élus? Est-ce que c'est à travers les cas d'usage? Est-ce que c'est en mettant la lumière sur les services rendus à la collectivité? Quelles sont vos pistes s'il fallait en chercher quelques-unes, Patrick? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, moi, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit, parce que, en fait, à écouter donc l'ensemble des propos, je me faisais la réflexion que aujourd'hui, je pense qu'il y a un élément principal manquant, qui est la confiance. En fait, si on n'a pas une adhésion aussi forte qu'on pourrait l'imaginer, c'est que quelque part, il y a un peu de crainte de se faire voler ses données. La donnée est encore une fois quelque chose qui est intrinsèquement... voilà, on est un peu jaloux de ces données. On a l'impression que si on les ouvre, on se dépossède de quelque chose. Parce qu'on a peut-être mal expliqué, parce qu'on a peut-être oublié donc un certain nombre de choses, mais surtout parce que, encore une fois, je pense que les gens manquent de confiance. Et ça, c'est pour moi le point déterminant qu'il faut pouvoir régler si on veut avancer et faire en sorte que les chiffres progressent dans une dynamique autre que celle qui est là aujourd'hui. Après, évidemment, je pense que cette confiance, elle doit être accompagnée
Donc moi, je voudrais là aussi reprendre une image que j'ai pu connaître en son temps sur les systèmes d'information géographique. Et je reviens sur le rôle du CNIJ à l'époque, où j'étais dans une collectivité qui a développé un système d'information géographique très tôt. Il n'existait rien. Et il y avait une norme qui était la norme EDIGEO qui a été mise en œuvre et suivie par le CNIJ, qui avait en fait du sens parce que justement elle poussait donc l'ensemble des acteurs à structurer, donc à faire en sorte justement que on puisse normaliser, mais dans une œuvre collective, donc ce sujet. Et je pense que dans le domaine de la donnée, on aurait tous à gagner à aller dans ce sens, effectivement, de la standardisation, de l'homologation, de la sécurisation, qui donc doit apporter la confiance au final et donner cette dynamique. Joël Gombrin. Oui, alors Patrick Chaise a dit un certain nombre de choses que j'envisageais de dire. Non, mais c'est très bien, c'est qu'on converge. Non, je pense que tout ce qui a été évoqué, les cas d'usage, la culturation, etc., oui, bien sûr, tout ça est utile. Néanmoins, je pense que c'est pas suffisant. Au regard de ce qu'on se disait tout à l'heure, je pense, et je crois que c'est un peu l'esprit de ce qui sera présenté cet après-midi, du rapport qui sera présenté cet après-midi, je pense qu'on a besoin de rentrer dans des choses beaucoup plus structurantes en termes de gouvernance des données, en termes de circulation des données, en termes d'infrastructure de données. La difficulté, c'est qu'on est dans un fonctionnement aujourd'hui qui repose sur le bon vouloir, finalement. Alors certes, on a écrit dans la loi, et Périka, je te rejoins, le cadre juridique aujourd'hui, on n'a pas tellement besoin d'y toucher. Par contre, sur comment on fait mettre en application cette loi, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais sans doute qu'une des raisons sur lesquelles pourquoi le RGPD est mieux pris en compte que l'open data, dans un cas, il y a un gros bâton, dans l'autre cas, il n'y en a pas. Hein, on va pas se mentir quand même. Donc, je pense qu'il va falloir rentrer dans des choses beaucoup plus structurantes. Et puis, je voudrais redire aussi ce que j'ai esquissé tout à l'heure. Le rôle des élus, il peut être capital à certains moments et pour certaines raisons, pour certains usages, mais je ne crois pas qu'il faille faire des élus l'alpha et l'oméga de ce qui se passe en matière de données. L'évocation des SIG, des systèmes d'information géographique, est pour moi quelque chose de très intéressant. C'est un questionnement que j'ai depuis un moment, de me dire pourquoi la trajectoire historique du SIG dans le monde public a été si différente de ce qu'est aujourd'hui la trajectoire historique de la donnée. Même si on est, je pense, quelques-uns à penser que les deux doivent converger et à y contribuer. Mais finalement, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'élus en charge des SIG dans les collectivités territoriales, par exemple. Hein, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a quelques-uns. C'est une confrérie assez. Je ne dis pas qu'il y en a eu, mais ce qui me frappe, c'est que le SIG est une communauté qui est avant tout une communauté de techniciens, qui est une communauté professionnelle avec une très forte identité professionnelle, beaucoup plus sans doute aujourd'hui qu'en ce qui concerne le monde de la donnée territoriale. Et la convergence sur des normes, sur des standards, sur l'interopérabilité, etc., c'est faite par des discussions dans lesquelles, certes, le politique peut avoir sa place. La preuve en est, cher Bertrand, que tu présides le CNIJ. Mais néanmoins, on est aussi sur des standards qui sont d'ailleurs des standards ouverts, internationaux, et qui sont des standards qui sont venus par le bas, en quelque sorte, par les professionnels, par la technique, etc. Donc tout ça pour dire, oui, le politique, il en faut jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il faut aussi, si on veut que ça fonctionne, que ça puisse fonctionner sans le politique. Par exemple, pour la mise en œuvre de l'obligation d'open data, je ne pense pas, c'est d'ailleurs un débat qu'on a pu avoir dans le passé avec Bertrand, je ne pense pas qu'on ait besoin de l'aval des politiques pour respecter la loi. Et dans les collectivités, si on se dit... Oui, ça d'accord, mais une fois que la loi est faite, il faut la mettre en œuvre. Et donc, si on se dit que chaque jeu de données qui doit être ouvert dans une collectivité doit avoir le tampon des politiques pour être ouverte, c'est un frein supplémentaire.
Je ne dis pas que ça ne peut pas avoir des intérêts de prise de conscience, d'acculturation, etc. Certainement. Néanmoins, c'est un frein supplémentaire. Et au demeurant, dans mon expérience, dans un grand nombre de cas, le frein, il n'est pas au niveau des politiques. Le frein, il est, Patrick Chaise le disait à juste titre, dans le sentiment de propriété des données que vont avoir les métiers et un sentiment qui n'est pas illégitime au sens où ils ont une familiarité avec ces données qui est effectivement très forte et qu'il ne faut pas méconnaître. Pour autant, il faut se rappeler que ce sont des données de service public. Les données publiques ne sont jamais que des sous-produits de l'activité de service public. Et l'activité de service public, c'est une activité au service du public. Et c'est aussi une activité en public, quelque part, je dirais. Et donc, dont on estime depuis 1789 que le public doit avoir une capacité à porter un regard dessus. Aujourd'hui, ça se traduit par l'open data. Et donc, si on veut, typiquement sur l'open data, mais demain sur la circulation des données entre différents acteurs également, si on veut que ça passe à l'échelle, en quelque sorte, il va falloir qu'on l'écrive quelque part dans le code, mais pas dans le code des relations entre le public et l'administration, dans le code informatique, code is law, pour que ça se fasse automatiquement sans qu'on ait besoin d'avoir systématiquement des gens qui disent oui. Il faut juste qu'on n'ait pas des gens qui disent non. Quelque part, inverser la logique, et donc que le par défaut, il soit plus simplement dans la loi, mais dans la technique aussi. Bertrand Montuvert, vous voulez réagir? Oui, non, je voulais réagir. Je suis globalement d'accord avec ce que dit Joël sur le fait que, évidemment, si c'est uniquement les politiques qui ont la culture et que ça ne suit pas derrière, ça ne fonctionnera pas. Et je ne vais pas reprendre tes propos auxquels globalement j'adhère. Mais je voulais juste attirer l'attention sur un point quand même. Quand tu disais il n'y a pas beaucoup d'élus au SIG, ce qui est vrai. Il n'y a pas eu dans le passé, c'est ça que je voulais dire. Oui. Non, mais c'est totalement juste. C'est totalement juste. Mais c'est peut-être pas complètement pour rien qu'un jour, il y a des gens qui sont venus me chercher en me disant vous voudriez pas devenir président d'OpenIG, qui est la plateforme régionale d'information géographique en Occitanie. Et je vais être tout à fait transparent avec vous. Je suis un peu tombé des nues. Honnêtement, les SIG, j'y connaissais rien du tout, mais vraiment rien. C'est pas du tout mon métier, c'est pas mon truc. Mais j'y voyais par contre un vrai intérêt, et c'est pour ça que j'ai accepté. C'est que la question de la convergence, et je vais y revenir, sur la question de la data et de la question du SIG, là, je l'ai vraiment perçu. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais pourquoi c'était intéressant peut-être, et j'espère que j'apporte quelque chose, enfin bon, après tout, ils me réélisent tous les ans, donc ça veut dire sans doute que j'apporte quelque chose, j'en sais rien, ou alors ils ne trouvent pas quelqu'un pour me remplacer, mais alors que je n'ai pas du tout leurs compétences, parce que c'est des milieux techniques extrêmement pointus, et d'ailleurs dont on peut être fier, au passage. On a une communauté dans la géomatique en France qui est de très très bon niveau, sur laquelle on peut s'appuyer, etc. Cette communauté, elle a d'une certaine manière, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que comme elle est très haut niveau, il y a une très grande technicité, quand elle parle, il y a à peu près qu'elle qui la comprend. Mais comme toute communauté, moi je suis mathématicien, quand des matheux parlent ensemble, vous ne comprenez rien, je veux dire, c'est pareil, c'est normal. Il n'y a rien de... Je n'accuse personne en faisant ça, c'est normal. Et tout le travail que j'essaye de faire et que j'essaye de faire aussi au CNIJ, Pierre Lollier, le secrétaire général qui est là, avec lequel on travaille énormément là-dessus, c'est aussi justement de dire attention, oui, il y a une dimension technique, mais il n'y a pas qu'une dimension technique. La dimension politique, elle est énorme. Sur les histoires du ZAN, là encore, je vais être transparent avec vous. Pendant longtemps, je suis devenu président d'OpenIG en 2017, je crois. Bon, il y avait plein de groupes de travail, dont un sur l'occupation du sol. Donc moi, d'un coup, je vois 15 groupes de travail à chaque CA, on disait où on en arrive, etc. Je voyais l'occupation du sol, un groupe de travail comme les autres, on pouvait avoir, j'en sais rien, les forêts, bon. Et puis un jour, j'ai dit, franchement, il faut que vous m'expliquiez, parce que je commençais à sentir, on commençait à être sur les débats sur le ZAN, on n'avait pas encore adopté la loi, etc. Et là, j'ai commencé à avoir juste une intuition que derrière cette notion-là, il y avait quelque chose qui était quand même très profondément politique. Et là, ils m'ont expliqué à fond ce que c'était. Je me suis dit, mais ce truc-là, ça peut être une bombe politique. Les choix qu'on fait pour décrire l'occupation du sol, est-ce qu'on a tous pris les mêmes nomenclatures? Ce n'est pas le cas d'ailleurs, c'est un vrai problème, etc. pour le décrire, font qu'il y a des documents d'urbanisme, etc. qui sont élaborés et on a outillé les élus pour les défendre avec des données qui ne sont pas comparables avec celles qu'il y a dans d'autres territoires, et à un moment donné, ça va exploser à la figure de ceux qui ont pris tout ça et qui n'ont rien vu passer. Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? J'ai pris tel bureau d'études pour me conseiller pour tel truc d'occupation du sol, c'est que les techniciens, parce que c'est hyper complexe, qui l'ont fait. Il n'y a pas d'élu au SIG, il n'a pas regardé, d'accord, ça a été signé. Oui, sauf qu'à un moment donné, le document d'urbanisme qui est cassé,
c'est le maire, le président d'Aglo, etc., qui est en première ligne. La dimension politique, elle est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne articulation, hein, et je sais bien que tu ne veux pas opposer les deux, mais il faut qu'on arrive à vraiment trouver la bonne articulation. Mais s'il n'y a pas la conscience politique de tous ces choix techniques, on peut arriver à des choses qui sont vraiment extrêmement problématiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, et par rapport à la confiance dont parlait Patrick Chaise et qui est évidemment centrale, il a tout à fait raison. Il faut qu'on arrive justement à mettre en place, et la notion d'espace commun de données le fait, et je vais être court, Ariel, parce que je sais que je suis bavard, vous avez raison de vouloir m'interrompre, la notion d'espace commun de données pour justement créer les règles dans lesquelles on met noir sur blanc ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire, quelle est la grille d'analyse sur ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Sinon, on ne peut pas y arriver, effectivement. Bon, je veux reprendre un peu le contrôle, parce que ça partait... non, c'est super intéressant, c'est pour ça que j'ai laissé... On est dans le sujet, on est dans le sujet. Après, on ne pourra malheureusement pas creuser toutes les verticales qui s'ouvrent sur cette thématique, parce qu'elles sont très, très nombreuses. Je voulais demander à Laurent Roger si... il voit des manières particulières, des axes particuliers pour sensibiliser les élus justement à l'importance des données. On peut citer le rapport de Valérie Nouvelle qui est juste en face de nous, donc, qui disait que pour les élus qui sont loin du numérique, on peut leur parler d'économie obtenue grâce à la gestion avisée des données. Est-ce que, par exemple, la crise énergétique ou le plan sobriété ont aidé les collectivités à prendre conscience de l'utilité des données? Alors, pardon, ma question était un peu longue. Oui, non, mais permettez-moi d'abord de saluer Valérie Nouvelle, hein, qui vient de remettre son rapport sur les territoires connectés et durables au ministre Barrot, et qui présente effectivement un certain nombre de propositions très intéressantes sur comment finalement massifier les projets numériques au service de la transition écologique. Et oui, bien sûr. On va en parler cet après-midi, donc voilà. C'est un peu de teasing. Donc, dans une ère de ressources limitées, finalement, qu'elles soient naturelles ou budgétaires, il est clair qu'une gestion avisée par la donnée, elle peut se traduire par des économies très significatives. L'ANCT, avec la Banque des Territoires et le CEREMA, on mène actuellement une étude pour essayer de mesurer l'impact que peut avoir ce type de projet dans les collectivités. Et pour donner deux exemples, à Marcoussis, on a évalué une solution d'éclairage intelligent qui a été mise en œuvre en 3 mois et qui a permis de réduire la consommation énergétique de 82% sur 10 ans. Et à Ivry-Courcouronnes, là c'est une installation de capteurs pour le chauffage dans 124 bâtiments publics qui a permis de réduire la consommation énergétique de 10%. Donc on voit bien qu'on est sur des choses qui sont quand même extrêmement significatives et qui peuvent apporter des réponses par rapport aux enjeux à la fois de sobriété, mais également aux problématiques liées à la crise climatique. Et par rapport à cette question, la donnée, elle est essentielle tout à la fois pour faire le diagnostic des enjeux environnementaux d'un territoire, planifier une stratégie de moyen et de long terme, et puis également pour piloter au quotidien les différents éléments qui contribuent à l'empreinte environnementale d'un territoire. Et donc finalement, à travers ces crises, et puis d'autres types de crises, parce qu'on a pu parler aussi de la crise sanitaire, finalement, on voit que ça joue un rôle de révélateur de la valeur des données, et voilà, et ça les transforme en outils de réduction des coûts qui est vraiment tangible pour l'ensemble des parties prenantes. Et quelque part, ça amène les décideurs des collectivités territoriales à penser la donnée pas seulement comme une charge, mais aussi comme un investissement pour construire des territoires et un développement qui soit plus durable. Merci pour ces précisions. Alors, en fait, la question de l'importance politique des données, est-ce que ce n'est pas, au départ, le défaut de compréhension de ce qu'est la donnée, tout simplement? Patrick Chaise, est-ce que... Je crois que c'est vous qui m'avez dit ça. Encore faut-il savoir ce que c'est que la donnée? Est-ce que la pédagogie, elle ne commence pas là,
justement? Si, très certainement. Et en fait, mais c'est un tout. Enfin, quand je parlais de confiance, c'est aussi de maîtrise, c'est aussi de compréhension. Et effectivement, finalement, je suis persuadé que si on prenait individuellement chacun dans cette salle et qu'on lui demandait de donner une définition de la donnée, on aurait quelques surprises au dépouillement de ce sondage. Et donc enfin, confiance dit maîtrise, dit compréhension, et dit pédagogie. Donc je crois qu'effectivement, si on veut encore une fois atteindre les objectifs, il faut en parler. Et là, je vais réagir à ce que disait mon voisin. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il ne faut pas opposer techniciens et politiques dans ce sujet. Chacun a son rôle à jouer, mais il faut que chacun joue son rôle. Alors, Bertrand Montebert, je vous avais posé la question, vous me disiez il ne faut pas mésestimer vous alertiez, en fait, je reprends, vous alertiez sur le risque de mésestimer le besoin de compréhension de fonctionnement plus profond des questions de données. Donc, je vous cite in extenso, sous peine de faire de très mauvais choix. Alors, faut-il former spécifiquement les élus, sachant qu'ils déjà ils ne sont pas très assidus aux formations qui existent autour de la donnée? Ça dépend. On ne va pas former tout le monde de la même manière, c'est évident. Il y a un moment, il y a des choses d'une très grande complexité et on ne va pas demander aux élus d'atteindre cette grande complexité. Mais il y a une question d'une culture. C'est comme sur la question du numérique. Prenons, on va se déporter, d'ailleurs à peine, en parlant d'intelligence artificielle. Qui dans cette salle se considère comme un expert d'intelligence artificielle au sens de l'informatique du terme? Bon. Qui dans cette salle pense avoir une culture sur l'intelligence artificielle, avoir compris suffisamment ce que ça veut dire que le machine learning, l'apprentissage automatique, pour pouvoir avoir une petite idée de comment ça fonctionne, des points de vigilance qu'il peut y avoir? Levez la main, s'il vous plaît. Bon, voilà. Donc, c'est ça la différence. Il ne s'agit pas que les élus deviennent des techniciens à la place des techniciens, ça n'a aucun intérêt. En revanche, il faut qu'ils aient quand même des grandes notions fondamentales, et en particulier pour revenir à ce point sur la data, qu'ils se disent bien que dans leur collectivité, ou leurs administrations, peu importe, bref, dans leurs services, il y a des données. Que ces données, elles ont été construites d'une certaine manière par des gens qui ont fait des choix. Voilà. Et que ces choix, ils ne sont pas anodins. Ils peuvent être des choix totalement propres à eux. Je vais donner un exemple historique. D'accord ? On avait historiquement plein de mesures différentes suivant les territoires, qui étaient définies par chaque suzerain, baron, je ne sais pas quoi, j'y connais rien, pardon, je suis très mauvais là-dessus. D'accord ? Baron. Non, pas barreau. Non, bah non. Et on n'avait pas les mêmes poids et mesures. Vous connaissez l'expression deux poids, deux mesures. Ça vient d'avant, c'était les États généraux qui ont dit on veut sortir du système deux poids, deux mesures. On va avoir une seule mesure sur le territoire national. C'est un début d'interopérabilité. Okay. Et on a créé un service. Mais donc comprendre que quand... et aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde, pardon de revenir à un truc très très simple, c'est évident pour tout le monde de savoir qu'on a un mètre, comment à peu près c'est fait, je ne parle pas du détail physique de la manière dont on le fait, ou une unité de poids, ou ce genre de choses. Ça, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on vient sur le domaine de la data, on peut avoir des datas qui ont été mises dans des systèmes de manière totalement ad hoc, éventuellement de manière totalement propriétaire, qui font que le jour où on veut discuter avec les voisins, on ne peut pas. Parce qu'on n'a peut-être pas le même outil, peut-être parce qu'on n'a pas le même standard, et donc on est bloqué. S'il n'y a pas un minimum de culture comme cela, d'une part, d'autre part, que la description du territoire, c'est un choix, ça correspond à une vision du territoire, et que quand on fait de la politique, on porte une vision du territoire. Donc on doit s'intéresser à ça, et que quand, à un moment donné, des techniciens, parce qu'après c'est leur métier, vont effectivement faire utiliser ça, ça va se faire de manière conforme à des choix de description du territoire qui sont là. Mais on a plein d'éléments de politique publique sur lesquels aujourd'hui, par exemple, il y a des choix de définition, par exemple, de moyenne. Je lisais un article à l'instant, là, l'Observatoire des inégalités. D'accord ? Il y avait la section données, justement, dans la newsletter, voilà, newsletter d'hier, je crois, de l'Observatoire des inégalités, avec la problématique
de la prise en compte de la pauvreté dans les différentes villes. Si on veut pouvoir le voir, qu'est-ce qu'on a? Éventuellement, on a la moyenne de la pauvreté à l'échelle de la commune, mais qui masque des disparités extrêmement importantes et qui font que si je fais le choix de représenter, de regarder quelles sont les inégalités en termes de pauvreté en prenant comme découpage celui des communes, je vais avoir une vision complètement différente du fait que si je fais la même chose au niveau de quartier. Quartiers d'ailleurs qui peuvent être à cheval sur plusieurs communes. Oh, il faut une maille très fine, même mais la oui, ville de Paris est en départ là-dessus. Mais ce choix-là, mais d'ailleurs, ce que je vous raconte là, c'est ce qui est d'ailleurs au cœur de plein de joutes politiques. Entre des gens disant mais moi, mon territoire, il se passe telle chose, et d'autres disant mais non, j'ai des chiffres. Bah oui, mais ces chiffres, ils ont été faits comment? Ça, c'est de la culture data. Voilà. Après, rentrer dans la manière dont on code ça, où on utilise tel système, etc., ça, c'est l'affaire des techniciens. Mais comprendre, avoir en permanence ça en tête, c'est important, et en particulier parce que très souvent, on a entendu pendant la mission la question du pilotage par la donnée. Moi, je dis attention, il faut qu'on fasse du pilotage politique qui s'appuie sur de la donnée. Parce que quand on dit pilotage par la donnée, on a l'impression que la donnée, elle est là en soi, et qu'elle nous impose, et d'une certaine manière, on perd le contrôle politique. Et c'est certainement pas ce que veulent les élus, évidemment, et nous-mêmes, citoyens. On veut garder question de souveraineté, de l'impact sur nos choix. Et donc, il faut avoir conscience de comment tout ça se met en place. Voilà, de la même manière qu'on a une conscience encore une fois, du droit administratif, de la gestion publique. Ça fait partie des choses qui sont des compétences, à mon avis, de base, que peuvent avoir, sans rentrer dans la technicité, encore une fois, évidemment. Simon Chignard, vous voulez réagir ? Oui, en fait, il y a un thème qu'on aborde, je trouve, un peu de manière tangente là, dans la discussion, mais c'est celui des relations entre l'État et les collectivités. Alors, on pourrait faire toute la journée là-dessus globalement, mais si je me concentre sur cette question de données, on a plein d'exemples qui nous permettent quand même de dire que ces relations, et peut-être que vous n'allez pas me contredire, sont à minima compliquées, parfois dysfonctionnelles et de temps en temps toxiques. Alors, ce qui me préoccupe le plus, alors il y a plein de trucs qui fonctionnent, mais globalement, ce qu'on a quand même entendu aussi dans différentes auditions, c'est ce côté-là, c'est ce côté de dire, par exemple, pour donner juste un exemple, on passe beaucoup de temps en collectivité à remonter des données à l'État, puis c'est comme une vis sans fin, vous savez, ça monte, et puis à un moment donné, ça finit par redescendre. Bon, parfois, il faut 3 ans entre le moment où j'ai donné mes données et le moment où elles sont consolidées ou elles redescendent. Bon, donc il y a des vraies problématiques autour de ça. Moi, ce qui me questionne véritablement, c'est que si vous réfléchissez un peu, alors une relation de couple, a priori, c'est à 2, à 3, ça s'appelle un trouble, à 36 000, avec les 36 000 communes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais un bordel. Le fait est qu'à un moment donné, si vous avez toujours un partenaire qui vous déçoit, c'est à quel moment on continue à en attendre autant, quoi. C'est vraiment, et là je reprends les mots pour être plus clair de Jean-Luc Salaberry en conclusion récemment d'un excellent article de la Gazette des Communes qui disait « Il est peut-être temps que les acteurs publics locaux se débrouillent entre eux, se mobilisent entre eux et pas continuer à attendre des choses d'un acteur national que par ailleurs on adore détester et dire il fait pas ce qu'il faut, mais voilà, il y a vraiment, je pense, un appel à un moment donné, posez-vous des questions, j'allais dire. Si la relation est à ce point compliquée, il faut peut-être se prendre en Alors, justement, je demanderai à Pierre Kassovitch de réagir, mais d'abord, je voulais poser une question à Patrick Chaise. Vous me disiez justement, en préparant cette table ronde, qu'il faut donner des outils aux collectivités, des outils souverains. De quels outils parle-t-on? Est-ce que vous parlez d'outils au sens infrastructure, au sens organisation, gouvernance? Non, je pense qu'il faut être pragmatique, en fait. Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire en sorte que les collectivités qui veulent s'organiser, notamment pour pouvoir donc mutualiser un certain nombre de choses, construire ensemble, parce que autour de, par exemple, de métiers, autour de sujets identifiés, puissent le faire et puissent être accompagnés.
J'ai trop souvent eu l'occasion de constater que, en fait, je vais revenir sur ma question de confiance et de peur, mais la confiance des collectivités, et des fois, elle est aussi un manque de confiance de la part des institutions. Et que c'est justement dans cette confiance collective qu'on pourra avancer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il ne faut pas attendre de l'autre. Je crois que chacun doit se prendre par la main, chacun doit prendre ses responsabilités pour faire en sorte de construire les outils qui vont bien. Mais faut-il encore qu'on n'en mette pas les bâtons dans les roues, quoi. Et c'est en cela que je dis qu'il faut laisser donc ces outils se mettre en œuvre, se fabriquer, s'auto-fabriquer et qu'ils puissent aussi être accompagnés. Perica Sucevic, avant de prendre votre réaction, je rajoute une petite question pour vous, parce que je pense que c'est ce qui était un petit peu en filigrane. Il y a une idée qui circule depuis quelque temps, qui est celle de la création d'un service public de la donnée. Patrick Chef l'a évoqué en introduction. On parle aussi du Conseil territorial de la donnée. Conseil territorial de la donnée, je pense que c'est dans votre rapport, m'a-t-on dit, parce que je ne l'ai pas encore lu. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça fait partie des réflexions en cours au sein de la DINUM? Mais est-ce que ça peut être une réponse justement à ces rapports parfois un peu conflictuels, comme l'a évoqué Simon Chignard? Est-ce que ça peut être une solution? Alors aujourd'hui, un service public de diffusion des données de référence existe. Aujourd'hui, il y a un service public de ce type. Service public d'État. Service public, non, c'est un service public qui est opéré par l'État, mais toutes les administrations y contribuent. Donc évidemment, les collectivités territoriales. Et c'est dans le cadre de ce service public, par exemple, qu'on construit la base d'adresse nationale, je dirais de façon coordonnée et concertée, et ça fonctionne plutôt bien. C'est justement un bon exemple, parce que, excusez-moi de réagir, rebondir, mais la base d'adresse nationale, il a fallu quand même au moins 5 ans pour y arriver, et avec des amendements que j'ai pu déposer pratiquement chaque année et qui étaient repoussés par le gouvernement la plupart du temps. Donc c'est en ça que c'est un exemple très concret. Je veux dire que globalement, certes on y est arrivé récemment, mais on aurait pu réussir beaucoup plus tôt. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire et l'historique de la base d'adresse nationale, puisqu'au départ, c'est parti sur une convention d'acteurs qui n'avaient pas tous les mêmes objectifs. Donc, effectivement, on n'y arrive pas très bien comme ça. Donc, un service public de la donnée existe, mais pour traiter de la question de la diffusion de certaines données qui sont nos données de référence, le maître étalon dont parlait M. Montoubert. Donc, ça existe déjà. Après, on voit aussi que sur le plan européen, il y a de nouvelles données qui arrivent aussi, des données de forte valeur, qui ne sont pas exactement les mêmes, qui parfois s'alignent. Donc, effectivement, ce serait intéressant de bâtir un service public général de la donnée, parce qu'aujourd'hui, on a des données de référence dont la vocation est d'avoir une diffusion de qualité, mais pas de qualité de la donnée. Ça, c'est encore un autre sujet. Après, il y a cette question économique. Quelles sont les données de forte valeur et dans quelles conditions on peut les utiliser, les diffuser, etc., et les faire circuler. Donc, effectivement, c'est une idée qui n'est pas saugrenue et qui, en tout état de cause, serait tout à fait utile. Maintenant, ma réaction sur la relation entre l'État et les collectivités, je veux dire, globalement, depuis des années, on essaie de créer des ponts, en fait, et on est parti, par exemple, de l'exemple de la relation budgétaire et comptable entre l'État et les collectivités pour bâtir des conventions. Et on a, il y a encore très très longtemps, bâti une convention pour créer une instance nationale partenariale qui allait dialoguer sur toutes ces questions numériques entre l'État et les collectivités, qui s'est transformé aujourd'hui en un programme qui s'appelle Transformation numérique des territoires. Et donc voilà, par exemple, le genre d'instance où l'État peut dialoguer avec les collectivités territoriales, être à leur écoute, etc., et qu'on travaille de façon concertée et que ce ne soit pas une obligation qui arrive de ce grand acteur, etc., qui va imposer des choses aux collectivités. Je pense qu'effectivement, il y a un terrain pour le dialogue. Après, il y a aussi des structures qu'on avait même imaginées il y a encore très longtemps. Quand on dit, globalement, les collectivités peuvent aussi se regrouper et travailler ensemble sans que l'État intervienne.
On avait imaginé, il y a plus d'une 20 ans, des groupements d'intérêt public, administration électronique à l'époque, on ne parlait pas de numérique, on parlait d'électronique, et ça a donné lieu aussi à des instances qui fonctionnent aujourd'hui. Je veux dire, Mégalis Bretagne, Bourgogne, etc. Donc, il y a eu des initiatives qui se sont mises en place. Est-ce qu'au-delà du véhicule, la question n'est pas plutôt celle de la gouvernance, avoir une gouvernance plus équilibrée entre l'État et les collectivités? Et peut-être je vais poser la question à Bertrand Bontubert s'il n'y a pas des choses en ce sens dans son rapport. Alors, si je peux juste réagir, enfin, on place l'État comme à un niveau suprême. Mais n'oublions pas quand même que, si je prends l'exemple des données publiques, des documents administratifs, c'est ce qu'on produit ou ce qu'on reçoit. Donc le chef, c'est pas seulement le producteur, c'est celui qui détient la donnée aussi. Et il peut faire tout ce qu'il veut dès lors qu'il obtient la donnée. Donc il ne faut pas placer l'État comme le grand chef qui va organiser tout ça. Il ne faut pas placer non plus le producteur de la donnée comme le grand chef, le propriétaire, en disant c'est à moi et touche pas. Non, dès lors qu'on la détient, on a son rôle à jouer et on peut aussi être le chef de tout ce qu'on détient, même si au départ ce n'est pas à soi. Bien. Bertrand Bontubert, des propositions en ce sens, à la fois en termes peut-être de véhicules et en termes de gouvernance? En termes de gouvernance, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre première recommandation, elle est sur le fait qu'il y a besoin d'avoir une gouvernance nationale et des gouvernances territoriales qui soient articulées. Sur la gouvernance nationale, ce qui a été très frappant dans les auditions, c'est qu'au fond, comme Joël Gaumain le disait tout à l'heure, justement, on a d'une certaine manière les secteurs historiques de structuration, les SIG d'un côté, et puis dans un certain nombre d'endroits, soit des sigistes géomaticiens qui se sont mis à faire de l'open data, soit des gens qui ne venaient pas du tout de ce monde-là et qui se sont mis à faire de l'open data. Donc en gros, on a ces deux grandes catégories, mais qui convergent. Parce qu'en réalité, et c'est pas pour rien que le Conseil national d'information géographique s'appelle aujourd'hui le Conseil national d'information géolocalisée. Les évolutions technologiques font qu'on géolocalise beaucoup plus de choses qu'auparavant. 1. 2. Les acteurs du monde de l'information géolocalisée sont plus uniquement les acteurs historiques de l'information géographique. Voilà. Qui est l'acteur dominant aujourd'hui quand vous voulez rechercher un parcours? Ben voilà. Ce n'est pas un acteur historique de l'information géographique. C'est un acteur de la data. OK. Donc, on a de fait des éléments. Et puis troisièmement, comme il y a de plus en plus de choses qui sont géolocalisées, c'est quoi une data territoriale si ce n'est une donnée de fait géolocalisée? Et ça, c'est quelque chose qui a mûri en fait au cours du rapport. Ce n'était pas du tout quelque chose qui était présent au départ. Et donc, dans la question d'une gouvernance nationale sur la question de la data territoriale, gouvernance nationale qui doit absolument marquer l'équilibre entre l'État, les collectivités territoriales et d'ailleurs la participation d'autres acteurs. Un certain nombre d'associations, acteurs de commun numérique, je pense à Open Data France, je pense à OpenStreetMap par exemple, doivent aussi participer à ce type de gouvernance nationale. Bon, il y a des objets pour le faire, comme par exemple le CNIG. Une question qui s'est posée, je vous le dis en transparence, c'est est-ce qu'il fallait faire quelque chose en laissant le CNIG sur la question purement information géographique, mais on l'avait déjà un peu élargi, et faire quelque chose à côté? Oui, mais le à côté, comment on définit, comment on tranche? J'ai un juriste à côté de moi, alors là, il dirait ok, tu m'écris les statuts, Périca? Non, je ne sais pas, parce que je ne vais pas savoir mettre la frontière entre les deux. Et la recommandation qu'on fait, et qui est un travail, évidemment, qu'il faut avoir et qu'on doit affiner, c'est de se dire, au fond, il faut sans doute qu'on élargisse les missions du CNIG pour s'occuper de toute la data territoriale, ce qui suppose aussi sans doute d'associer d'autres types d'acteurs qui n'y sont pas aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une réflexion qu'on doit conduire, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire un truc clé en main, etc. Mais c'est un point qui est important. Et au niveau territorial, on doit avoir le même type de choses. D'ailleurs, au passage, ce qui est très important, c'est que souvent on parle État, collectivité territoriale, et avec l'idée implicite que le national, c'est l'État, le territorial, c'est la collectivité territoriale. Non, le national, d'ailleurs, il y a une FNCCR.
Ça peut être, et c'est ce que disait Périca tout à l'heure, un élément national constitué, la BAN constituée par des balles, par exemple, tout simplement, la base adresse nationale constituée par des bases adresses locales. Donc le national, non, c'est pas seulement l'État. L'État en est évidemment partie prenante. Et puis le local, non, c'est pas seulement les collectivités territoriales, c'est parce qu'il y a un État déconcentré. Et que cet État déconcentré joue un rôle, et il joue un rôle dans le domaine de la donnée. Donc on doit aussi avoir une gouvernance territoriale qui associe de la même manière la représentation de l'État dans les territoires, les acteurs, évidemment les collectivités territoriales et peut-être quelques autres acteurs qui peuvent être parfois des syndicats mixtes, qui peuvent être, etc., des plateformes qui ont été créées. Tu parlais de Mégalithes Bretagne, bon voilà. Et donc la recommandation, c'est ça, c'est d'avoir, on propose la création de comités territoriaux de la donnée, sans créer un truc ex nihilo. C'est pas le cas. Il faut bâtir sur l'existant, il faut bâtir sur les dynamiques qui existent déjà. Mais peut-être en les renforçant, en explicitant leur rôle, peut-être en revoyant parfois leur mission, mais pour que les acteurs aient un espace dans lequel ils peuvent travailler régulièrement, dans lequel ils peuvent se fixer des objectifs, des feuilles de route, mettre des moyens pour le faire. Et avec une articulation entre les deux, parce qu'évidemment, si vous avez une gouvernance nationale déconnectée des gouvernances territoriales, ça ne marche pas. Et pour que, effectivement, au niveau national, on puisse notamment adopter des standards. Maître mot qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est absolument fondamental. Définir peut-être, y compris aider à avoir par exemple des clauses types pour des marchés publics qui peuvent être proposées à toutes les collectivités ou à toutes les administrations pour que quand elles passent un marché, elles mettent bien la même clause pour que les datas, elles utilisent bien le standard, pour qu'on oblige à nourrir les référentiels et qu'on ne soit pas dans cette situation complètement aberrante qu'on a aujourd'hui où on a plein d'acteurs privés qui ont des délégations de services publics dans lesquelles on n'arrive pas à avoir les données. Voilà. C'est un sujet à part entière. Malheureusement, on arrive oui, un peu à la et donc, fin. Et donc, je m'arrête juste pour dire, voilà, la question, c'est ça le schéma sur la gouvernance, mais qui prend acte donc de cette convergence entre la formation géographique, la data, et ça, je pense que c'est un élément qui est sans doute nouveau, je pense, dans les conceptions dans lesquelles on était. Bien. Alors, j'aurais encore plein de questions. J'en ai plein de pages, mais on n'a pas le temps. On arrive vraiment à la fin du temps qui nous est imparti. On va peut-être prendre une ou deux questions rapides dans la salle. Monsieur là-bas, on va venir avec un micro. Levez bien haut la main pour qu'on vous voit. Voilà. Et bien sûr, vous pourrez ensuite continuer la discussion pendant le déjeuner qui suivra. Je pense que ces questions ne manqueront pas. Oui. Bonjour, Benoît Liénard, je suis directeur de Soluris et je suis aussi conseiller numérique de l'Association des maires de France. Je le dis, mes propos n'engagent pas Soluris, je n'ai pas soumis à ma présidente, ni encore moins l'Association des maires de France qui est, à ma connaissance, pas là. Je voulais faire une proposition, enfin c'est une question, mais c'est forme de proposition, État-collectivité sur l'ouverture de certaines données qui me paraissent dans le thème de la table ronde d'aujourd'hui, données territoriales, enjeux politiques, je pense aux délibérations. Moi, je crois que les collectivités, alors Soluris, vous le savez, accompagne des collectivités, en particulier petites, sur ces sujets-là, notamment des membres d'Open Data France, de beaucoup de réseaux, de la FNCCR, bien évidemment. La difficulté qu'on a, c'est que c'est pas simple. Je constate absolument aucune réticence des élus locaux à diffuser ces données, a fortiori des délibérations qui sont des documents publics. Le sujet, c'est que c'est pas trivial, techniquement parlant. Et je pense que ce qui a fonctionné là-bas, l'exemple de la balle est très bon, encore une fois, c'est que l'État a conçu avec les collectivités, j'ai participé avec la casquette AMF à ces copiles très nombreux, très longs, à formaliser un format, des outils pratiques et à transférer de la compétence aux acteurs de terrain qui s'en sont emparés parce qu'ils avaient des enjeux, il y avait un intérêt. Fibre optique, livraison, etc., etc. Donc la collaboration État-collectivité, elle sait faire ses preuves et je pense que c'est faire un mauvais procès aux collectivités de leur considérer qu'elles attendent tout de l'État. Je pense effectivement, ici, il y a beaucoup de collectivités qui, parce qu'elles sont des syndicats mixtes, des syndicats ou autres, ont fait la preuve qu'elles savent se mobiliser sans que l'État le leur demande. Sur les délibs, juste avant, pourquoi ça a fonctionné aussi? Pas seulement parce qu'il y avait des outils, parce qu'à un moment donné, l'État, parce que Périca, tu le disais, il y avait des acteurs qui avaient des intérêts divergents, mais bien entendu, mais ça c'est la vie. L'État, à un moment donné, a accepté de remettre en question la position monopolistique d'un acteur qui était prédominant et qui avait donc beaucoup à perdre.
Et donc ça, c'est une décision politique très forte. Le sujet, il n'était pas technique. Enfin, on avait fait le tour de la problématique depuis très longtemps. Et je pense que, Bertrand, c'est pareil. Les problématiques, elles sont bien posées, elles sont convergentes. Le sujet, à un moment donné, ça va être comment on décilote. Et donc, j'en viens à la délib. Je suis assez, personnellement, en tant que citoyen, préoccupé, mais je pense que vous l'êtes tous, de la défiance qu'ont beaucoup de citoyens vis-à-vis de nos institutions, de nos élus, et aussi du numérique. Et ça nous fait aussi un lien avec notre problématique d'aujourd'hui. Un des sujets, c'est la transparence. Parce qu'il y a la défiance, la crainte du favoritisme, etc., etc. Il se trouve que les délibérations que les collectivités font, par nécessité, parce que sinon elles ne sont pas exécutoires, elles sont transmises aux préfectures, au service du contrôle de légalité, sous forme numérique, dans 90% des cas. Donc la délibération, elle est imprimée sur le mur de la mairie, mais elle est transmise sous forme numérique, elle existe. On parlait de circulation, Joël parlait de circulation, elle existe. Elle est où? Elle est au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on a demandé avec la loi Le Maire aux collectivités, jusqu'au petit 3005, de mettre en œuvre par elles-mêmes un dispositif de publication de données? N'aurait-il pas été intéressant, parce qu'à l'époque, sauf erreur de ma part, data.gouv.fr était déjà existante depuis belle lurette, d'imaginer une connexion entre le système du ministère de l'Intérieur qui s'appelle ACT et data.gouv. Donc je pense que là, le sujet, il est effectivement, on n'attend pas tout de l'État. Loin de là, loin de là. Et on n'attend pas de l'État qui nous fournisse les outils ou autres. On attend, je pense, à contrario de l'État, qui soit un espace de création d'un cadre commun pour qu'on soit sur nos différents territoires cohérents, convergents, compatibles. Et Digéo est un très bon exemple. Et ensuite, que l'État arrive à déciloter ce qui peut être déciloté à son niveau. Et je pense que c'est un petit sujet. On parlait du TNT, Programme de transformation numérique des territoires, qui va, si j'ai bien compris, évoluer. Donc c'est un sujet aux acteurs de l'État qui sont à table, Périca et Laurent. Je pense que c'est un beau sujet pour nous, si on veut travailler ensemble, État, collectivité, à continuer à ouvrir des données, à identifier les données qui nous paraissent prioritaires et à mettre les moyens en jeu pour qu'on puisse les ouvrir, parce que dans certains cas, ça ne tient à pas grand-chose, en tout cas au niveau technique, c'est plus une question de volonté politique à mon sens. Merci. Bien, merci pour cette suggestion. Très brièvement, messieurs, Laurent, peut-être vous avez un peu moins la parole. Un commentaire bref. Oui, c'est effectivement une question qui est très intéressante. Moi, je voulais juste signaler qu'on a mis récemment en ligne un outil qui s'appelle l'annuaire des collectivités, qui pour l'essentiel est alimenté par des données en open data, mais qui permet aussi à des petites communes de mettre en ligne leurs délibérations. Alors aujourd'hui, il n'y a effectivement pas d'interfaçage avec les systèmes État, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer et qui pourrait être extrêmement intéressant. Donc on va en reparler aussi avec la DINUM pour voir si c'est quelque chose qui est possible. Joël, brièvement. Oui, juste deux réactions à l'intervention très, très pertinente de Benoît. La première, on a demandé, avec certains de nos clients, on a demandé à ACT, enfin on a demandé à la DGCL de nous sortir les données d'ACT. C'est pas gagné. Ils n'étaient pas chaud. Deuxième, mais je rejoins totalement, et c'est vrai sur les délits, mais c'est vrai sur plein d'autres sujets. Tout ce qui va au contrôle de l'égalité, c'est énorme. Deuxième remarque, il me semble qu'on a en France une approche des relations entre l'État et les collectivités qui est curieuse. Sur certains sujets, on est très jacobin, très descendant, sans que ça ne soit toujours absolument nécessaire. Et sur d'autres sujets, on laisse vraiment la libre administration des collectivités territoriales aller très loin. Sur le cas des délibérations, par exemple, ce qu'on a vraiment besoin, que chaque collectivité ait la liberté de se doter de son propre logiciel de rédaction des délibérations. Et ces logiciels, pour le coup, ils ne sont pas interopérables, parce qu'on n'a pas dit, à la limite, laissons la concurrence si on veut, mais disons, un logiciel de rédaction des délibérations, ça doit suivre tel standard. Ça crache telle donnée à la sortie. Or, on ne fait pas ça. C'est coûteux pour les collectivités et ça crée des blocages techniques, pour le coup, derrière, à l'ouverture des données qui sont assez préjudiciables. J'ajoute juste qu'il y a une start-up du Havre qui s'est emparée de la question, qui utilise l'IA pour aller chercher justement toutes les délibérations partout où elles sont stockées. Oui, mais pardon, c'est vrai, il y a des acteurs privés qui font ça aussi, mais on marche sur la tête. Ouais. On marche sur la tête, on fait 4 fois le travail. C'est absurde. Quelqu'un s'en est... Oui, alors, tout à fait. Bien, bah écoutez, je pense que... Si tu me permets, Patrick, Ariel, oui. C'est dommage, j'ai peut-être un peu plombé l'ambiance à la fin de cette table ronde, mais je voudrais donc quand même réagir à ce qui vient d'être dit.
Et revenir sur ce qui s'est passé au niveau de la loi Sren et de la question de l'article 10 bis A. En fait, l'État est quand même dans une position qui est de dire faites ce que je dis, mais dites pas ce que je fais. Et ça, c'est un problème. Et c'est là où on a besoin de l'État. Parce que quand moi j'entends effectivement sur le cloud souverain, ah non, on ne peut pas y aller parce que ça va faire beaucoup de travail aux administrations, c'est de l'argent à engager et ça va quand même être un gros problème, je me dis, on rate quelque chose. Vraiment, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et il faut qu'on tire tous dans le même sens pour faire en sorte qu'on réussisse en fait ce grand chantier de la donnée en France. Bien. Je pense que ça peut être le mot de la fin. On peut les applaudir. Merci beaucoup.